Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument, L'art de la séduction de Robert Greene. Alors oui, c'est un livre qui fait parler, souvent qualifié de, disons, subversif, et pour cause, il plonge vraiment au cœur d'une des formes les plus puissantes de l'influence humaine. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble ces fameux mécanismes du pouvoir par le plaisir. Dès le départ, Robert Greene nous lance une idée assez percutante. Pour lui, la séduction, c'est tout simplement le plus grand des soft powers. Et attention, il faut bien comprendre une chose. On ne parle pas ici de romance à l'eau de rose. Pas du tout. Le livre présente la séduction comme ce qu'elle est à ses yeux. Une forme de pouvoir subtile, psychologique et, ouais, extrêmement puissante. Et pour bien comprendre sa pensée, Greene fait une distinction très claire, presque fondamentale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les brutes. Eux, leur méthode, c'est la force, l'intimidation, la peur. C'est direct, c'est sûr, mais ça crée des ennemis. Et au final, ce genre de pouvoir, il finit toujours par s'effondrer. Et puis de l'autre côté, il y a les séducteurs. Leur approche est radicalement différente. Ils agissent par le plaisir, par le charme, par le désir. Leurs victimes, et j'utilise bien ces mots qui sont volontairement provocateurs, eh bien, ce sont des participants consentants. Et souvent, il leur reste même un souvenir heureux de l'expérience. C'est vraiment ça le cœur de sa thèse. Alors, on peut se demander, mais d'où il sort tout ça, Greene? Il faut bien voir que ce n'est pas un scientifique avec sa blouse blanche et ses études en labo. Non, lui, son truc, c'est l'histoire, la philosophie. Il a passé au crible des figures légendaires. Pensez à Cléopâtre, Casanova ou même JFK. Il a analysé leur vie pour en extraire des stratégies, des schémas intemporels de la psychologie humaine. Au fond, son livre, c'est un peu un manuel d'histoire du pouvoir. Bon, voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va voir pourquoi il parle de la séduction comme d'un pouvoir basé sur le plaisir. Ensuite, on découvrira les fameux archétypes de séducteurs. Après ça, on décortiquera son processus en 4 phases bien stratégiques. Et pour finir, on se posera la question qui fâche, est-ce que tout ça n'est pas un jeu un peu dangereux ? Allez, c'est parti pour la première partie. On va parler de ce pouvoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est au juste la séduction quand on la voit comme une forme d'influence ? La philosophie de la séduction, selon Greene, elle est à la fois simple et absolument redoutable. L'idée, c'est d'agir via le plaisir et la suggestion psychologique. Le but, que la cible baisse la garde, qu'elle abandonne ses résistances, mais de son plein gré. Et l'objectif final, ce n'est pas juste physique, non, c'est surtout mental. Il s'agit d'occuper complètement l'esprit de l'autre, au point qu'il ou elle ne pense plus qu'une chose, le séducteur. C'est une sorte de capitulation psychologique. Alors là, il y a un point vraiment crucial à comprendre. Ce livre est amoral. Il ne cherche pas à dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Pas du tout. Ce que fait Greene, c'est présenter des tactiques qui fonctionnent, tout simplement. Des choses qui ont marché à travers l'histoire. Il ne porte aucun jugement de valeur. L'interprétation éthique, eh bien, elle est entièrement laissée au lecteur. Et c'est justement ça qui fait à la fois toute la force du livre et toute sa controverse. Ok, passons maintenant à un morceau de choix, les archétypes de séducteurs. On va essayer d'identifier ces différents profils de pouvoir. Parce que selon Greene, on a tous en nous une prédisposition naturelle pour l'un ou l'autre de ces profils. Alors, combien y en a-t-il ? Le livre en identifie 9. 9 profils de séducteurs bien distincts. Donc, on est loin d'une méthode unique. C'est une véritable palette de stratégies, de personnalités différentes. Alors, les voilà, ces fameux 9 profils. Il y a la sirène, le libertin, l'amant idéal, le dandy, l'éternel enfant, mais aussi la coquette, le charmeur, la figure charismatique et pour finir, la star. Et bien sûr, chacun de ces archétypes va utiliser des leviers psychologiques bien particuliers pour atteindre son but. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. La coquette. Alors cet archétype, c'est le maître absolu du push and pull, du fameux « un coup je te veux, un coup je te fuis ». La coquette va alterner constamment entre chaleur et froideur. Résultat, la cible est complètement déstabilisée. Elle se sent dans l'incertitude, en insécurité, et ça tourne vite à l'obsession. C'est ce mélange de doute et d'espoir qui crée une dépendance hyper puissante. L'exemple historique parfait, c'est Joséphine Bonaparte, qui a littéralement ensorcelé Napoléon avec ce jeu. Un autre profil tout aussi fascinant, la figure charismatique. Là, on change d'échelle. Cet archétype ne vise pas un seul individu, mais les masses. Comment il ou elle s'y prend ? Par une confiance en soi qui semble inébranlable, une vision qui captive tout le monde, et cet air de mystère, souvent plein de contradictions. On pense tout de suite à des gens comme Steve Jobs ou Charles de Gaulle. Ils pouvaient être hyper visionnaires et en même temps très distants, ce qui crée autour d'eux une aura presque magnétique. Bon, on a vu les profils. Maintenant, passons au processus. Parce que oui, pour Greene, la séduction, c'est un jeu de stratégie qui se déroule en 4 phases. C'est une approche très méthodique, on pourrait presque dire militaire. Alors, quelles sont ces 4 phases ? La première, isoler et intriguer. La deuxième, égarer, c'est-à-dire mener sur une fausse piste. La troisième,
approfondir le piège. Et la dernière, la quatrième, le coup fatal. Voyez, chaque étape a ses propres tactiques, son propre but, faire tomber les défenses de la cible une par une. Prenons la première phase. Une tactique absolument clé, c'est d'occuper l'esprit de l'autre. Mais comment on fait ça? Eh bien, en jouant sur l'ambiguïté, l'insinuation. Surtout, ne jamais être totalement transparent. L'objectif, c'est que la cible, même quand le séducteur n'est pas là, se mette à penser à lui, à essayer de déchiffrer cette énigme qui ou elle représente. Ensuite, phase 2. Créer l'illusion. Il faut partir d'un constat simple. La plupart des gens cherchent à fuir la dureté de la réalité. Le séducteur, c'est justement la personne qui va construire un monde de fantasmes, qui va promettre à l'aventure ou la réalisation d'un rêve secret. Au fond, il ne vend pas la réalité. Il vend une échappatoire. Et là, dans la troisième phase, on passe à une tactique plus audacieuse. Il s'agit de mélanger le plaisir et la douleur. Pourquoi? Parce que la gentillesse constante, ça finit par devenir ennuyeux, prévisible. Alors qu'en créant des moments de tension, peut-être un peu de jalousie ou de tristesse, eh bien les moments de plaisir qui suivent sont ressentis de manière beaucoup plus intense. C'est le fameux principe psychologique du contraste, mais poussé vraiment à son paroxysme. Et tout ça, ça nous amène directement à la dernière partie, et sans doute la plus délicate. Est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux, tout ça? C'est le moment où on va devoir parler de l'éthique de l'influence. Et ça pose la question centrale que soulève tout le livre. Finalement, où est-ce qu'on trace la ligne? Où se situe la frontière entre la persuasion et la manipulation? Il faut bien le reconnaître, le langage que Green utilise est volontairement provocateur. Il n'hésite pas à employer des mots comme victime, chasse ou proie. Le but, c'est de présenter la séduction non pas comme un bel échange mutuel, mais comme un pur jeu de pouvoir, presque unilatéral. Ce vocabulaire, il est là pour choquer, pour nous faire réagir et pour bien souligner à quel point ces dynamiques sociales peuvent être calculatrices. Mais, et c'est un point absolument crucial, il ne faut pas croire que ces principes s'appliquent uniquement à la romance. Loin de là, on les retrouve absolument partout, en politique, dans le marketing, dans le leadership, partout. Et c'est pour ça que comprendre ces mécanismes, ce n'est pas juste un moyen d'apprendre à influencer, c'est aussi, et peut-être surtout, une forme de défense, un moyen de se protéger, de reconnaître quand quelqu'un essaye de nous manipuler. Il y a une citation dans le livre que je trouve assez fascinante. Elle dit « Les gens qui n'ont aucun point faible inspirent l'envie, la peur ou la colère. On les fait trébucher avec un malin plaisir. » Ce que ça montre, c'est une idée complètement contre-intuitive. La vulnérabilité, en fait, peut être un outil de séduction d'une puissance incroyable. Le fait de montrer une faille, ça peut totalement désarmer l'autre. Ça rend plus humain. Et ça vient complètement bousculer nos idées classiques sur ce qu'est la force. Et on termine donc sur cette grande question qui reste ouverte. Où est-ce que l'influence s'arrête et où est-ce que la manipulation commence? Le livre de Green ne donne pas de réponse toute faite, mais il donne tous les outils pour qu'on puisse y réfléchir soi-même. Au final, l'art de la séduction, qu'on soit d'accord ou pas du tout avec ses méthodes, c'est un livre qui nous force à regarder la psychologie du pouvoir bien droit dans les yeux.